Et bonjour à tous, on est en direct pour cette Bonjour. actualité sociale du mois de mai. Bonjour. Donc je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS et comme tous les mois, j'accueille Coralie et Fabrice. Allez, je vous laisse vous présenter, même si le public vous connaît. Le Oui, public alors vous comme tous les connaît. mois, je laisse Coralie parler, hein. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un grand plaisir pour nous d'animer et de partager ce webinaire à vos côtés. On apprécie beaucoup vos réactions, on voulait vous le dire. Ça nous permet aussi de voir les sujets sous un aspect très pratique par rapport à ce que vous rencontrez dans vos entreprises. Donc, merci beaucoup pour vos réactions. Alors, Coralie Letty, hein, ça n'a pas changé, collaboratrice au sein du cabinet Capstan. Je suis rattachée au bureau de Marseille, même si Capstan comporte 11 bureaux partout en France, ce qui nous amène à voyager et parfois venir à votre rencontre, notamment à l'occasion de dossiers de plaidoirie que l'on fait. Au quotidien, on conseille, on forme et on défend les entreprises, exclusivement les entreprises en droit du travail. Et Fabrice va compléter mon propos, comme Oui, d'habitude. alors je n'ai pas grand-chose à rajouter. Donc bonjour à tous, Fabrice Carava, avocat associé au bureau de Marseille également de Capstan Avocat. Comme Coralie l'a très justement dit, donc on défend, on conseille surtout au quotidien ou sur des opérations un peu plus complexes, et notamment par le biais d'abonnements au cabinet qui nous permettent de vous suivre au quotidien et d'être force de proposition pour améliorer vos pratiques sociales au fur et à mesure qu'on en prend connaissance. Donc voilà, un cabinet exclusivement consacré à cette matière du droit du travail, partout en France. Capstan Avocat à votre service. Allez, merci beaucoup Fabrice et Coralie. Je fais l'instant promo juste 30 secondes de QuickMS pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on est une start-up, on a été créé en 2018. On a deux logiciels. Le premier qui s'appelle Graphique et qui permet d'automatiser les rapports RH comme la BDESE, l'index, etc. Et un autre outil qui s'appelle Crew et qui permet d'automatiser vos entretiens individuels et professionnels et qui a un module aussi enquête, un module pilotage des compétences, un module objectif, etc. Allez, j'arrête l'instant promo et on démarre hop, l'actu social. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit bien ton écran. Allez, c'est parti. Et je vous Et laisse la main. c'est moi qui commence, comme d'habitude d'ailleurs, parce qu'on a un rythme bien établi avec Coralie. Donc c'est moi qui commence par cet arrêt du 24 avril 2024 qui porte sur un sujet que l'on voit assez souvent devant les conseils de prud'homme, qui est le sujet de la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, à temps plein. On a dans cet arrêt une illustration un petit peu différente de ce que l'on peut voir d'habitude. Très très souvent, et d'ailleurs dans cet arrêt, ça sera un sujet qui aura également été traité. Très souvent, on va avoir des demandes de requalification parce que le contrat à temps partiel ne remplit pas les conditions de rédaction et ne contient pas l'ensemble des stipulations obligatoires pour un contrat à temps partiel. Très souvent aussi, on a des arguments consistant à dire que le salarié était en réalité à la disposition permanente de l'employeur, ne pouvait pas prévoir son organisation. C'est un motif de requalification. Donc on a une série comme ça d'arguments qu'on voit assez régulièrement revenir et qui peuvent, pour certains d'entre eux, effectivement, amener à la requalification en temps plein. Dans cet arrêt, ce qu'il y a un peu de nouveau, c'est le fondement sur lequel le salarié s'est appuyé pour venir réclamer la requalification en temps plein, puisque, en l'occurrence, son biais de contestation s'est fondé sur l'accord d'entreprise qui avait mis en place un aménagement du temps de travail sur l'année, notamment pour les temps partiels, donc un temps partiel sur l'année. Et ce salarié soutenait que ce type d'accord devait prévoir certaines stipulations, parmi lesquelles, par exemple, des dispositions pour assurer la protection de la liberté du travail des salariés concernés, les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail était transmis. Bref, une série de stipulations qui, d'après le salarié, n'étaient pas intégrées de manière correcte dans cet accord d'entreprise, ce qui, selon lui, devait entraîner non seulement l'invalidation du dispositif prévu par l'accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail, et de manière subséquente, du coup, la requalification
en temps plein du contrat de travail à temps partiel aménagé qui était fondé sur cet accord collectif. Donc en fait, la question qui revenait à la Cour de cassation était de savoir si, dans l'hypothèse où un accord collectif, un accord d'entreprise, se retrouvait invalide, c'est-à-dire ne contenait pas l'ensemble des stipulations nécessaires pour mettre en place ce type d'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année, est-ce que l'une des conséquences, est-ce que la conséquence pouvait être la requalification en temps plein? Est-ce qu'on pouvait obtenir une requalification en temps plein uniquement sur cet argument-là? Alors, très clairement, et pour faire très court, la réponse est négative, puisque la Cour de cassation dit qu'il résulte des textes applicables, je ne vais pas vous les citer, que l'invalidité de l'accord collectif prévu à l'article L312325, donc c'est cet article du Code du travail qui prévoit la possibilité d'aménager sur l'année, qui est une condition de recours. Donc cet accord d'entreprise est une condition de recours non au travail à temps partiel, mais à la modulation de la durée du travail, et que par conséquent, son invalidité n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. Donc ce qu'elle nous dit, la Cour de cassation, c'est qu'il peut y avoir une invalidité, sauf que cet accord collectif, c'est une condition de recours de la modulation, pas du temps partiel. Donc, son invalidité peut remettre en cause la modulation, l'aménagement sur l'année, ce qui peut avoir des conséquences d'ailleurs, en matière de rappel de salaire, d'heures complémentaires par exemple, mais ça n'est pas ça qui, en soi, va entraîner la requalification en temps plein. Donc, c'est un élément quand même intéressant. Ce qui est à noter, c'est que donc la manière dont a tranché la Cour de cassation, si dans des contentieux vous êtes face à ce type d'argument, vous pouvez savoir qu'un arrêt de la Cour de cassation a écarté cette requalification automatique sous le prétexte de l'invalidité de l'accord collectif qui aurait aménagé les temps partiels. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier arrêt? Alors, on n'a pas de questions sur ce premier arrêt, donc... Alors, je cède la parole. Allez. Cède donc la parole. Deuxième focus, alors là, c'est pas une décision de justice. Au regard des articles de doctrine et surtout des interrogations qui peuvent nous être posées au quotidien en matière de suivi individuel de l'état de santé, l'attestation de suivi médical a suscité énormément d'interrogations. Donc, je profite de ce focus sur les documents qui sont délivrés par le médecin du travail pour apporter un propos, un regard sur l'attestation de suivi, à savoir, est-ce que ce document qui est délivré par le médecin du travail peut être visé comme un document pouvant donner lieu à contestation par l'employeur. Donc, si on reprend de manière synthétique les documents qui sont délivrés par le médecin du travail, ils sont au nombre de 3. Il y a l'avis d'aptitude, l'avis d'inaptitude et l'attestation de suivi médical. Très rapidement, sur l'avis d'inaptitude, je ne vous apprendrai rien, j'en suis consciente, sur le fait que l'inaptitude est consécutive à une appréciation par le médecin du travail sur la compatibilité de l'état de santé du salarié pour occuper tel ou tel poste, tant sur l'aspect physique que psychologique. Pour pouvoir déclarer un salarié inapte, c'est à la condition d'avoir au préalable réalisé les études de poste, études de conditions de travail, avoir examiné au minimum une fois le salarié et puis surtout avoir échangé avec l'entreprise pour envisager un aménagement, des propositions dites de mesures individuelles pour maintenir le salarié dans son poste autant que possible. Je vous le rappelle parce qu'on avait longuement évoqué la question de l'inaptitude, de la dispense de reclassement avec les 2 mentions qui peuvent faire obstacle à la recherche de reclassement. Si l'avis d'inaptitude ne comporte pas l'une de ces 2 mentions de dispense de reclassement, vous vous souvenez, tout maintien du salarié dans un emploi qui serait gravement préjudiciable à sa santé ou l'état de santé du salarié qui fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Si l'avis d'inaptitude ne comporte pas l'une de ces mentions, dans ce cas, le médecin du travail doit indiquer les conclusions et les indications relatives au reclassement. Et c'est sur ces bases-là
que l'entreprise doit s'efforcer de rechercher, même si c'est une obligation de moyens, mais de s'efforcer de justifier en tout cas qu'elle a fait son possible pour proposer un reclassement aux salariés. J'y reviendrai ultérieurement par rapport à l'idée de contestation. Ensuite, je vous le disais, il y a l'avis d'aptitude. Depuis le 1er novembre 2017, l'avis d'aptitude ne peut être délivré qu'à l'égard des salariés exposés à certains risques et qui bénéficient d'un suivi médical renforcé. Et l'avis d'aptitude peut être rendu à tout moment à l'occasion d'une visite d'embauche, d'une visite périodique, d'une visite de reprise. En tout cas, même si c'est à la demande du salarié ou de l'employeur, il n'y a aucune difficulté. L'avis d'aptitude peut être rendu, quelle que soit la nature de l'examen. L'avis d'aptitude peut être accompagné, là encore, d'un document qui fait état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur. Et c'est ces éléments-là, les indications qui seront données à l'occasion de cette appréciation des propositions pour évoquer des mesures individuelles, c'est ces éléments-là qui pourront faire l'objet d'une contestation par l'employeur devant le conseil de prud'homme. Pour les autres salariés, le médecin du travail ne peut délivrer qu'une attestation de suivi. Et cette attestation de suivi, elle peut être, là encore, accompagnée de propositions de mesures individuelles. Vous voyez là où je veux très probablement en venir. Il y a une distinction à opérer sur la nature juridique entre l'avis d'aptitude ou d'inaptitude et l'attestation de suivi. L'attestation de suivi, en pratique, elle est délivrée aux salariés à l'issue, là encore, d'une visite d'information et de prévention après l'embauche, d'une visite périodique ou pour les salariés qui bénéficient d'un suivi médical renforcé à l'occasion d'une visite intermédiaire. Cette attestation de suivi, elle peut être délivrée par le médecin du travail, mais également par l'infirmier de santé au travail, si un protocole le prévoit. Mais à la différence de l'avis d'aptitude et d'inaptitude, la nature juridique de l'attestation de suivi interroge, puisqu'effectivement, on va le voir un tout petit peu après, c'est un document qui ne peut pas, à lui seul, faire l'objet d'une contestation. Pour pouvoir exercer un recours contre l'attestation de suivi, il faut que ce document-là soit accompagné de propositions de mesures individuelles. Et c'est ça qui justifiera que vous puissiez agir pour discuter des préconisations formulées par le médecin du travail. Alors, en ce qui concerne la contestation judiciaire, vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, c'est le conseil de prud'homme qui est compétent pour trancher les contestations portant sur les avis du médecin du travail, puisqu'auparavant, il s'agissait de l'inspection du travail. Donc, en ce qui concerne les documents que l'employeur est à mesure de contester, il s'agit des avis d'aptitude, les propositions de mesures individuelles, les avis d'inaptitude et conclusions, indications relatives au reclassement. Mais comme je l'indiquais, dans ces effets, l'attestation de suivi équivaut à un avis d'aptitude implicite. Elle n'équivaut pas en tant que telle à un avis d'aptitude, de sorte que les attestations de suivi ne bénéficient pas de la même nature juridique que les autres et ne sont pas visées par l'article L4624-7 comme pouvant donner lieu à contestation. C'est parfaitement corroboré lorsqu'on analyse les formulaires utilisés par le médecin du travail pour rédiger l'avis d'aptitude, d'inaptitude ou de l'attestation de suivi. Vous pourrez le constater. Le formulaire relatif à l'attestation de suivi ne prévoit aucune mention sur un recours éventuel à la différence des avis d'aptitude ou d'inaptitude. Par contre, il subsiste du coup 2 points pour lesquels vous allez pouvoir engager un recours dès lors qu'il s'agit d'une attestation de suivi. La première hypothèse, comme je le disais tout à l'heure, c'est lorsqu'elle est accompagnée d'un document qui fait état de propositions de mesures individuelles. Et le deuxième cas de figure, dans un litige la plupart du temps, on observe que lorsque l'attestation de suivi est rédigée après quelques semaines après que le médecin du travail ait établi une première attestation de suivi qui, elle, avait fait l'objet de mesures d'aménagement des conditions de travail, dès lors que la deuxième attestation de suivi
lève les mesures d'aménagement sur les conditions de travail, là, on estime qu'il y a une modification de l'appréciation du médecin du travail. Et dans ce cas de figure, c'est cette deuxième attestation que vous pourrez analyser comme un avis en tant que tel et que vous pourrez contester devant les juges prud'homaux. Ça, il faut le savoir en pratique parce que bien des fois, en tout cas, ça nous arrive, nous, au quotidien, que les employeurs nous disent « mince, que peut-on faire? L'attestation de suivi n'est accompagnée d'aucun document. On ne sait pas comment faire alors que le salarié, on le sait, en difficulté pour occuper pleinement son poste. » Le conseil que l'on peut donner, c'est de vous dire à vous de solliciter le médecin du travail pour le pousser, si je puis dire, à ce qu'il se prononce et à ce qu'il établisse des propositions de mesures individuelles. Et là, sur cette base-là, vous pourrez considérer que c'est un document qui est susceptible de recours. Voilà, c'est un gros sujet, mais je le trouvais intéressant à évoquer avec vous. Eh ben, merci beaucoup Coralie, on n'a pas de questions, donc Fabrice, je te laisse prendre le sujet prochain. Alors, j'enchaîne effectivement avec peut-être le sujet d'actualité qui est celui de la nouvelle législation en matière de congés payés et d'acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail. Alors, je remets dans le contexte, vous savez tous qu'il y a eu 3 arrêts le 13 septembre dernier qui ont bouleversé le sujet en prévoyant notamment, enfin, la Cour de cassation a pris la position de considérer sur le fondement du droit européen que un salarié devait acquérir des congés payés pendant ces périodes d'arrêt de travail, quelles qu'elles soient d'ailleurs, en accident du travail, maladie professionnelle ou en maladie non professionnelle. Beaucoup se sont engouffrés là-dedans, autant en matière de paye que des conseils, en considérant sur ces arrêts que les salariés allaient tous acquérir 2 jours et demi par mois, compte tenu de ces arrêts de la Cour de cassation pendant les périodes d'arrêt de travail. Là-dessus, Capstan avait proposé de faire preuve d'un petit peu plus de réserve et d'attendre de voir que les dispositions légales qui nous étaient annoncées arrivent. Et nous n'avions pas tout à fait tort, je dirais même que nous avions totalement raison, puisque effectivement, les dispositions légales que je vais vous présenter assez rapidement font quand même une dichotomie, j'y viens, entre les origines d'arrêt de travail pour ce qui concerne l'acquisition des congés payés. Alors, l'idée, en quelques minutes, c'est de synthétiser au maximum les dispositions légales pour les souligner auprès de vous et pour avoir peut-être quelques remarques et quelques points de vigilance. Alors, comme je le disais à l'instant, cette loi est intervenue. Premier point quand même, notez qu'elle est d'application depuis le 24 avril. Donc maintenant, on est couvert par une disposition légale qui a, je dirais, pris la place de la jurisprudence du 13 septembre. Ces dispositions légales vont, c'est le premier point ce que je voulais souligner, faire une différence, elles font une différence entre les origines des arrêts de travail en ce qui concerne donc l'acquisition des droits à congés payés. On nous fait sauter la limitation à 1 an, qui était une limitation de l'acquisition des congés payés en période d'accident du travail ou de maladie professionnelle, donc il n'y a plus cette limitation. Par contre, il n'y a pour autant, contrairement à ce que certains ont fait sur la base de la jurisprudence du 13 septembre, il y a pour autant une distinction entre les origines. Donc, concrètement, la loi pose que, en matière d'accident de maladie professionnelle, enfin, d'arrêt de travail pour accident de maladie professionnelle, le salarié acquiert, je dirais normalement, 2,5 jours de congés payés dans la limite de 5 semaines. Par contre, se fondant sur le droit européen qui ne pose pas 5 semaines, mais 4 semaines de congés payés. Si on parle d'une période d'origine non professionnelle, donc en cas d'arrêt maladie non professionnelle, là par contre, l'acquisition des congés payés se fait uniquement à hauteur de 2 jours, et non pas 2 jours et demi, et non pas dans la limite de 5 semaines, mais dans la limite de 4 semaines. Donc certaines entreprises qui avaient un peu trop anticipé vont devoir revoir un peu les compteurs qu'elles ont mis sur les bulletins de paye en matière de congés payés. Donc ça, c'est un premier élément de vigilance qui fait qu'effectivement, alors ça va être un petit peu compliqué en pratique, puisqu'il va falloir au final tenir 2 compteurs pour voir un petit peu, selon l'origine, combien de jours de congé le salarié a pu acquérir.
Deuxième point de vigilance qui ressort des dispositions légales, c'est que la loi prévoit désormais, là aussi en partant du droit européen, l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié sur ses compteurs à son retour d'arrêt de travail. Dans un délai d'1 mois, l'employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle il peut les prendre. On nous précise, alors ça c'est ressorti des débats parlementaires, notamment à l'égard de l'un des 3 arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre, on nous précise expressément dans le Code que cette information peut notamment se faire par le biais du bulletin de salaire, ce qui en pratique est quand même intéressant. Ça signifie que cette information peut être intégrée au bulletin de salaire du mois d'après la fin d'un arrêt de travail. Ça vaudra information au titre de cette obligation légale. Donc une information qui doit être donnée. C'est une obligation, c'est aussi désormais un intérêt pour l'employeur, puisque le Code du travail, avec cette loi, introduit quelque chose que nous n'avions pas, c'est une précision sur le délai de report des congés payés acquis. On nous fixe une période, là aussi, en s'inspirant du droit européen et de certains arrêts du niveau européen, une période de 15 mois, donc une période de report de 15 mois. Par contre, cette période de report de 15 mois, au bout duquel les congés seraient sinon perdus, cette période de report de 15 mois ne commence à courir qu'à partir du moment où le salarié a reçu cette information. Donc à partir de l'information de l'employeur. D'où l'intérêt de prévoir cette information, notamment, pourquoi pas, en l'intégrant donc au bulletin de paye. C'est fondamental puisque c'est cette information qui va faire courir le délai de 15 mois de report des congés payés qui va s'appliquer dans l'hypothèse où un salarié ne reprend pas le travail dans le cas d'une période de prise de congé payé, et donc il y aurait lieu à report, ce report serait de 15 mois. Petit point à noter, qui me semble intéressant, c'est que la loi ne fait pas de distinction entre la nature des congés payés, c'est-à-dire elle ne dit pas que cette règle s'appliquerait uniquement pour les congés payés acquis pendant les périodes d'arrêt de travail. Cela semble s'appliquer à l'ensemble des congés payés. Donc, on peut considérer aujourd'hui qu'on a bien un délai de report de congés payés pour l'ensemble des congés payés qui a été fixé à 15 mois. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir de la lecture de la loi qui ne fait pas de distinction et qui intègre même ce délai de report dans des règles d'ordre public auxquelles on ne peut pas déroger. Sur ce délai de report, il y a une subtilité pour les arrêts de travail de plus d'1 an. Si le contrat continue à être suspendu, la loi prévoit que la période de report commence à courir à partir de la fin de la période d'acquisition et non pas à partir de l'information de l'employeur. Alors en pratique, je vous conseille de mettre en place cette information de manière systématique, mais il y a quand même donc une subtilité dans la loi pour les arrêts de travail de plus d'1 an, où là, la fin de la période d'acquisition fera courir le délai de report. Autre point de vigilance, pour en terminer très succinctement avec ce sujet, celui de la prescription, ou en tout cas celui de l'application dans le temps de ces dispositions. Cela ressemble un petit peu à une usine à gaz. On a 2 situations essentielles, les salariés qui sont toujours en contrat de travail et les salariés qui sont des ex-salariés, les salariés dont le contrat de travail a été rompu. Pour les salariés en cours d'exécution du contrat de travail, on applique une prescription de 2 ans, puisque c'est la prescription qui a été retenue, qui concerne l'exécution du contrat de travail. Donc, concrètement, 2 ans à compter de la publication de la loi, c'est pour ça que je vous rappelais la date, 24 avril 2024, ça veut dire que les salariés actuels dans vos entreprises ont jusqu'au 23 avril 2026 à minuit, pour être précis, pour venir vous demander de revoir leur compteur de congés payés en appliquant les règles d'acquisition dont je suis en train de parler concernant les arrêts de travail. Pour les salariés, les ex-salariés, les salariés dont le contrat de travail est rompu, on en revient à une prescription cette fois triennale. Donc les salariés peuvent saisir le conseil de prud'homme, pour être très concret, jusqu'à 3 ans après la rupture de leur contrat de travail. Par contre, s'ils ne sont pas prescrits, ces règles-là remontent à très loin dans le temps, puisqu'elles remontent jusqu'à la date d'application du traité de Lisbonne, qui est le traité européen qui a mis en place les règles européennes sur la base desquelles on fait cette règle française aujourd'hui. Autrement dit, 1er décembre 2009.
Donc, je répète, parce que ce n'est pas une erreur de ma part, c'est le 1er décembre 2009. Donc concrètement, dans vos entreprises, vous avez potentiellement un danger important, et auquel cas je vous invite à contacter Capstan Avocat. Vous avez potentiellement un danger important pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu depuis plus de 3 ans, puisqu'ils sont toujours dans la période pendant laquelle ils ne sont pas prescrits, et qui auraient eu des fortes anciennetés avec des périodes d'arrêt de travail. Ces salariés-là, puisqu'ils peuvent remonter jusqu'en 2009 en n'étant pas prescrits, peuvent potentiellement venir vous demander une régularisation d'une indemnité compensatrice de congés payés avec l'application de ces nouvelles règles et en remontant donc jusqu'au 1er décembre 2009, dès lors qu'ils ne sont pas prescrits, c'est-à-dire que le contrat de travail n'est pas rompu depuis 3 ans. Voilà, j'ai fait très vite, mais vous avez ainsi l'essentiel des nouvelles dispositions et des points de vigilance à avoir à l'esprit. En pratique, surtout pensez à faire cette information des salariés pour faire courir les délais de report des congés payés. Est-ce que sur ce sujet, il y a des questions? Alors oui, il y en a plein. Voilà. Alors je vais essayer de te les donner dans l'ordre. Je bois un coup. Vas-y. Le cas du salarié ne faisant plus partie des effectifs, est-ce qu'il peut demander l'indemnisation? Je viens d'en parler. Oui, dès lors qu'il n'est pas prescrit, dans le cas de cette prescription triennale, il peut saisir le conseil de prud'homme et donc remonter jusqu'au 1er décembre 2009. Okay. Si le salarié quitte l'entreprise sans revenir? Alors, sans revenir, c'est-à-dire sans rien demander? A priori, obligation d'information. On parle de l'obligation d'information au retour du salarié. Et si le salarié quitte l'entreprise sans revenir, qu'est-ce qui se... Je suppose que c'est le cas où le salarié part en congé maladie. D'où l'intérêt, de mon point de vue, de saisir la possibilité qui nous est ouverte par le texte de faire cette information par le biais des bulletins de paye. Parce qu'un salarié, même s'il n'est plus là et qu'il ne revient pas, chaque mois, vous allez quand même lui établir un bulletin de paye et lui communiquer un bulletin de paye, fût-il à 0. Sur ce bulletin de paye, si vous intégrez l'information du solde des congés payés, vous pourrez, dans toutes les situations, dire « j'ai fait l'information ». Par contre, il faut qu'il y ait ce que je disais tout à l'heure, ce qui n'est pas forcément sur les bulletins de paye actuellement, c'est-à-dire le nombre de jours de congés, c'est-à-dire le compteur, ça, en général ça y est, mais aussi la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Donc il faudrait revoir, je dis ça pour les éditeurs de logiciels de paye, il faudrait revoir les trames de bulletins de paye pour qu'effectivement ces informations y soient, ce qui permettra à chaque fois à l'entreprise de dire l'information a été portée, donc le délai a commencé à courir. Ceci étant dit, là, dans la question, on parle d'un salarié qui serait totalement parti de l'entreprise. Donc, à la rigueur, c'est même plus la question du report. S'il n'y a plus de report puisque son contrat de travail est rompu, admettons un salarié qui démissionne, eh bien, il aura acquis des congés payés pendant ces périodes d'arrêt de travail. Eh bien, ces congés payés, puisqu'ils ne peuvent pas être pris, ils seront nécessairement soldés en indemnité de compensatrice, puisqu'il les aura acquis. Ok. Alors, on a une autre question. Pouvez-vous redonner la référence du document qui permet la mention de l'information sur les bulletins de paye? Alors, je ne sais pas si tu l'avais donné. Oui, alors je ne sais plus si je l'ai donné, mais je peux la donner. Donc, c'est l'article L3141-19-3. Ok, est-ce que je vais... Du Code du travail. On va l'écrire dans le... L3141-19-3. Voilà, 3141-19-3 du Code du travail. Je l'ai réécrit dans le C'est ça, c'est exactement ça. Parfait. On a une autre question. Donc, est-ce que cette obligation d'information concerne toutes les durées d'arrêt de travail ou y a-t-il un minimum? Il n'y a pas de minimum dans la loi. Donc, on peut dire que ça correspond à toutes les périodes d'arrêt. D'où encore le fait que je pense qu'il faut revenir au bulletin de paye, ça sera le plus simple en pratique, puisqu'on a un mois pour donner cette information, donc il y aura forcément un bulletin de paye à un moment. Donc non, il n'y a pas de minimum. On a même une position de l'administration du travail
qui tente à suggérer qu'il faut proratiser l'acquisition, puisque c'est 2 jours ou 2 jours et demi, selon l'origine de l'arrêt d'acquisition. Et si ça ne dure pas 1 mois ou son équivalent, il y aurait une proratisation à faire. C'est en tout cas ce que suggère l'administration du travail aujourd'hui. Évidemment, on n'a pas de recul de jurisprudence en la matière, mais je pense que c'est cohérent. Okay. Je repose la question, mais je pense que tu y as répondu. Pour les salariés sortis, la prescription triennale fait qu'on retient la date de rupture du contrat de travail, donc 3 ans, sortis après avril 2021. Ça nous impose de reprendre des droits de tous les salariés sortis après 2021. Est-ce qu'on doit remonter 3 ans seulement ou il faut remonter jusqu'au 1er décembre 2009? Désolé, il y a des gens qui font des travaux derrière moi. Alors, effectivement. C'est tout ce que je disais tout à l'heure. Alors, d'abord, j'aurais tendance à vous dire, alors ça c'est l'avocat praticien qui parle, qui ne fait pas de chèque tant qu'on lui en demande pas. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas lieu de prendre l'initiative de régulariser. Vous gérerez des dossiers contentieux s'il y en a, au cas par cas. Mais effectivement, c'est le problème dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que un salarié qui n'est pas prescrit, donc qui est toujours dans les 3 ans, peut saisir le Conseil de prud'homme sans être prescrit, et il pourra effectivement remonter sa demande jusqu'au 1er décembre 2009. Oui, effectivement, c'est exactement ça. Ok, merci. Désolé pour le brouhaha derrière. Du coup, je pense qu'on a terminé. Donc, je pense qu'on a terminé ce sujet. Juste, je me permets, on le dit souvent à la fin, il y a un email Capstan qui est dédié quickms@capstan.fr qui est dédié à notre partenariat avec QuickMS. Comme ça me permet d'identifier d'où viennent les demandes. N'hésitez pas à nous contacter sur ces sujets-là pour qu'on puisse apprécier avec vous au cas par cas vos dossiers en travaillant à vos côtés. Certaines entreprises qui ont beaucoup d'arrêts de travail, beaucoup d'accidents ou de maladies professionnelles et des salariés avec beaucoup d'ancienneté peuvent avoir de vrais sujets en la matière avec des vrais enjeux financiers. C'est pas le cas de toutes les entreprises, mais certains profils d'entreprise, oui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur quickms@capstan.fr. Merci Géraldine, qui, malgré le bruit, a la présence d'esprit de le mentionner. Et je laisse la parole à Coralie. Allez, abordons le 3e sujet qui concerne un arrêt qui avait été très attendu, un arrêt du 24 avril 2024, sur la question du délai et du point de départ à retenir lorsque la contestation du licenciement pour inaptitude est fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En jurisprudence, là encore, il est assez constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude trouve sa source dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Encore très récemment, on a des exemples. La Cour de cassation en 2018 avait frappé fort avec un arrêt qui avait été très largement plébiscité. Pour la référence, si vous le souhaitez, c'est le numéro 16-26-850. Pourtant, jusque-là, la Cour de cassation n'avait pas encore eu l'occasion de se prononcer, à proprement parler, sur le délai dans lequel les manquements qui étaient invoqués par le salarié pouvaient être utilisés pour contester le licenciement. C'est désormais chose faite avec cet arrêt, puisque de manière très explicite, la Chambre sociale dit que le salarié peut se prévaloir des faits litigieux, quelle que soit la date à laquelle ceux-ci sont intervenus, tant que l'action en contestation du licenciement n'est pas prescrite. Autrement dit, tant que le salarié agit dans les 12 mois à compter de la notification du licenciement pour inaptitude, le salarié peut remettre en cause son licenciement devant les juges en invoquant les manquements de l'employeur qui ont, selon lui, provoqué l'inaptitude, et ce, quelle que soit la date à laquelle ces manquements ont été causés. Alors, en ce qui concerne les faits, en l'espèce, il s'agissait d'une salariée. Alors, les faits sont assez anciens et on remonte dans le temps puisqu'on se positionne en 2013.
La salariée avait été placée en arrêt de travail à compter de février 2013 et elle avait été déclarée inapte à l'issue d'une visite 2 ans plus tard. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Et dans son recours devant le Conseil de prud'homme, elle soutenait que son inaptitude avait été provoquée par le manquement de l'employeur, lequel l'avait exposée au port de charges lourdes, sans matériel, sans suivi adapté, et l'avait soumise à des cadences de travail excessives. Elle avait saisi du coup le Conseil de prud'homme en contestation de licenciement et elle avait réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges du fond, y compris la Cour d'appel d'Aix, puisque c'est elle qui s'est prononcée ici, a toutefois déclaré la salariée irrecevable pour prescription. La Cour d'appel avait dit effectivement qu'il convenait de fixer le point de départ de la prescription de l'action à la date de son arrêt de travail initial, en retenant que la salariée avait pleine et nécessairement connaissance des manquements de son employeur à ce moment-là, et non pas au moment où elle a été déclarée inapte. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les faits sont assez anciens, et à cette époque-là, sous l'égide des anciennes dispositions du Code du travail, on ne faisait pas de distinction entre les actions qui portaient sur l'exécution du contrat et celles qui étaient relatives à la rupture, puisque dans l'un et l'autre de ces cas, les actions se prescrivaient par 2 ans à compter du jour où on avait connaissance des faits qui permettaient d'exercer son droit. Donc là, effectivement, la question se posait. Mais la Cour de cassation a été plus tranchante que ce que l'on pouvait attendre, puisque la salariée a exercé un pourvoi en cassation et que ce qui a été retenu, c'est de dire que finalement, le délai de prescription avait bien commencé à la date où son licenciement a été notifié et non pas avant, de sorte que l'action qui avait été intentée par la salariée ne pouvait être couverte par la prescription, peu importe que la salariée avait eu connaissance des manquements au préalable. Donc, comme le fait apparaître cette affaire, il convient de tenir compte uniquement de la date à laquelle le salarié a été licencié. Il faut tenir compte effectivement du moment où la salariée a eu l'avis d'inaptitude, d'une part, pour préparer les choses, mais en réalité, parce que ça avait été discuté dans l'arrêt, le délai, à partir du moment où la salariée agit dans le délai qui est imparti, c'est-à-dire si aujourd'hui on se place en 2024, à partir des 12 mois qui suivent la notification du licenciement, le salarié reste recevable à invoquer un tel moyen, donc le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et ce, peu importe si effectivement il s'appuie sur des faits qui sont très anciens. Donc, c'était l'apport de cet arrêt, assez intéressant. On en avait beaucoup entendu parler, mais enfin, on a un regard très clair de la Cour de cassation. Donc, plus de surprise. À partir du moment où le salarié agit dans le délai de 12 mois, on ne pourra plus invoquer l'irrecevabilité fondée sur la prescription de l'action. Voilà pour cet arrêt. Eh ben, merci beaucoup. Alors, on n'a pas de questions. Voilà, donc on peut passer au sujet d'après. Sujet d'après qui est totalement différent, qui concerne les licenciements pour motif économique. Alors cette fois, c'est pas un arrêt, il ne s'agit pas d'un arrêt de la Cour de cassation, mais d'un arrêt du Conseil d'État. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai trouvé assez intéressant, puisqu'il vient, à mon sens, nous apporter un éclairage sur ce que peut potentiellement faire un employeur en matière de critères dans l'ordre des licenciements, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Alors, c'est par le biais de l'administration qu'on va analyser les choses, mais c'est intéressant quand même. Alors, quel est le sujet ? Le sujet est celui d'une entreprise qui met en place des licenciements économiques et met en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce plan de sauvegarde de l'emploi passe devant l'administration et la question qui est venue devant le juge était celle de savoir comment devait être apprécié par l'administration un dossier dans le cadre duquel, en matière
de critères de l'ordre des licenciements, l'employeur avait intégré au PSE un critère de mobilité géographique, c'est-à-dire que l'employeur avait considéré que le dossier d'un salarié dans lequel on pouvait constater que le salarié avait été mobile et avait fait preuve donc de mobilité géographique et fonctionnelle ou fonctionnelle, eh bien cela témoignait de faculté, je cite, de faculté d'adaptation aux évolutions de l'entreprise, que l'entreprise considérait comme eh bien des qualités professionnelles eh bien qui peuvent être un des critères de l'ordre des licenciements. Je le dis autrement, finalement, au bout du compte, ça revenait à la question, est-ce que parmi les qualités professionnelles, on peut intégrer comme élément la mobilité géographique? Alors, c'était par le biais du droit administratif, puisqu'un reproche était fait à l'administration d'avoir homologué un plan qui prévoyait eh bien, ce type de raisonnement pour le critère des qualités professionnelles. Le Conseil d'État valide en disant qu'effectivement, un employeur peut, dans le cadre des critères de l'ordre des licenciements, dans le cadre du critère qualité professionnelle, y intégrer comme élément potentiellement donc cette notion de faculté d'adaptation liée à cette mobilité géographique ou fonctionnelle. Alors c'est quand même un élément intéressant parce que ça veut dire que lorsqu'on met en place, peut-être pas par le biais d'un PSE, mais en tout cas des critères de l'ordre des licenciements dans un licenciement économique, je dis pas forcément dans un PSE parce qu'il peut y avoir des licenciements économiques sans PSE selon la taille de l'entreprise et de l'ampleur des licenciements. En tout cas, quand on met en place donc les critères de l'ordre des licenciements, le critère des qualités professionnelles est susceptible, d'après le Conseil d'État, on verrait, si on le faisait, ce qu'en penserait la Cour de cassation, mais en tout cas, d'après le Conseil d'État, c'est un élément qui pourrait être pris en considération. Ça me paraît être un élément de réflexion qui est potentiellement utile quand on est amené à manager ce type de dossier. Deuxième élément de cet arrêt, qui est celui qui est plus mis en avant dans le slide que vous avez à l'écran, c'est qu'effectivement l'administration n'a pas à contrôler la pertinence des réponses apportées par l'employeur aux suggestions et propositions du CSE. Alors, pour recontextualiser, le Code du travail prévoit dans ce type de licenciement économique une information consultation du CSE et prévoit que l'employeur doit mettre à l'étude les suggestions du CSE relatives aux mesures sociales. Donc en clair, le CSE dit « je vous propose telle ou telle autre mesure à la place des mesures que vous prévoyez, notamment des mesures de restructuration, et l'employeur doit les analyser ». Eh bien, le reproche qui a été fait ici, c'est que l'administration, d'après les personnes qui avaient intenté l'action, devait étudier cette position de l'employeur et regarder finalement si elles étaient pertinentes. Le Conseil d'État a dit non, l'administration doit vérifier que l'employeur a étudié les suggestions, certes, puisque ça ressort d'une obligation du Code du travail. Donc, à étudier les suggestions et propositions formulées par le CSE et qu'il y a répondu. Par contre, il n'appartient pas à l'administration, dans le cadre de l'homologation du plan, de porter une appréciation sur la pertinence de cette réponse. Autrement dit, c'est finalement un contrôle formel que doit faire l'administration dans le cadre de l'homologation du PSE. Est-ce que l'employeur a traité les suggestions du CSE? Est-ce qu'il y a répondu de manière motivée? Donc c'est là où je dis c'est un contrôle un peu formel. Par contre, l'administration n'a pas à juger, à jauger de la pertinence de la réponse faite par l'employeur. Là aussi, c'est un élément pratique qui peut être intéressant quand on est amené à manager ce type de dossier. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Alors non, il n'y a pas de questions, donc on peut passer au dernier sujet. Coralie, donc passons au dernier sujet. On passe au dernier sujet qui intéresse le salarié intérimaire. 2 points en particulier, le cas de figure où le salarié intérimaire conteste en justice pour solliciter la requalification de ses contrats de mission en CDI, et en particulier dans cet arrêt, l'éclairage est fait sur les conséquences de la rupture du contrat qui a été requalifié en CDI, rupture qui s'analyse en un licenciement nul.
Le salarié ici, dans cet arrêt, de manière assez synthétique, avait choisi de formuler 2 demandes, à la fois une réintégration dans l'une des entreprises, l'entreprise utilisatrice, et une indemnisation auprès de l'entreprise de travail temporaire. Et l'apport de cet arrêt ici est très clair. La Cour de cassation nous apprend que lorsqu'un intérimaire dont les contrats de mission ont été requalifiés en CDI demande sa réintégration au titre de la nullité de la rupture de son contrat, il ne peut donc solliciter de manière cumulative l'indemnisation de son préjudice auprès de l'autre. Sinon, ça ferait double emploi, ce qui n'est pas du tout logique. C'est comme si, effectivement, on voyait pondre une demande indemnitaire auprès de l'une et l'équivalent en dommages-intérêts auprès de l'autre. Ça reviendrait à réparer 2 fois le même préjudice. Et ici, c'est ce que rappelle la Cour de cassation, puisque le salarié, comme je vous le disais, il avait demandé sa réintégration auprès de l'entreprise utilisatrice et le versement d'une indemnité totale équivalente au dommage intérêt qu'il aurait pu solliciter à l'autre pour licenciement nul auprès de l'autre. Sauf que, en pratique, on va rappeler quand même la décision du 17 février 2021 de la Cour de cassation, qui avait en effet rappelé que lorsque le terme d'un contrat de travail temporaire intervient au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail et que ce contrat est ultérieurement requalifié en CDI, parce que c'est typiquement ce qui s'est passé ici, hein. La rupture du contrat est intervenue alors que le salarié était en arrêt consécutivement à un accident du travail. Alors, de jurisprudence constante, on retient que la rupture s'analyse en un licenciement nul en raison de la violation de la législation protectrice des victimes d'accidents du travail d'origine professionnelle, comme ici. Donc, ce qu'il faut retenir de manière pratique, c'est que le salarié, lorsqu'il agit en demandant sa réintégration d'entreprise, il ne peut donc solliciter de manière cumulative le versement intégral des indemnités auprès de l'autre. Voilà, en termes de conséquences, l'apport de cet arrêt du 24 avril 2024. Eh ben, merci beaucoup Coralie. On arrive à la fin. Mais au moins en substance, il y a l'apport et on déborde pas trop. Ouais. Tu es en train de dire que j'ai trop parlé, je pense. Non. Oui, mais après c'était le sujet du moment un peu quand même. Eh ben oui. Merci beaucoup à tous les deux, Coralie, Fabrice. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, il y a le replay qu'on va renvoyer aujourd'hui ou d'ici demain, et vous aurez la date du prochain webinaire qui se déroulera vers le 20 juin. On vous confirme ça dans un mail avec le replay. Merci à tous. Et puis, on se retrouve soit le vendredi pour l'actualité sociale par mail, soit au prochain webinaire courant juin. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.